Bien, on est parti. Si mes souvenirs sont exacts, nous nous sommes arrêtés mardi à l'énergie stockée dans une bobine et dans un condensateur. D'accord? Voilà l'idée. Donc on continue et on termine ce chapitre du point de vue physique. D'accord? Puisqu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Vous êtes les garants du plan. C'était quoi? Le grand 1, le petit 1, je sais pas, enfin voilà. Le grand 1, c'était quoi? Notion de régime continu, d'accord? Donc il faut que j'en parle a priori. Et on est parti. Oui, tout arrive là. Tout arrive ici sans aucune forme de problème. Donc oui, oui, petit 3. Et je sais pas, il y a régime. Je réfléchis à l'action de Liam en fait, c'est là, voilà. Elle arrive. Petit 3, régime continu. Je sais, c'est frustrant, mais ça arrive. Régime continu, d'accord? Donc, petite définition, là ça va aller assez vite, c'est que du vocabulaire et des définitions. On appelle régime continu une situation où toutes les grandeurs peuvent être considérées comme des constantes. On appelle régime continu une situation où toutes les grandeurs. Alors quand je dis toutes les grandeurs, c'est équivalent à I et U. Enfin, j'ai fait un truc plus propre. Tension et intensité. D'accord? Où toutes les grandeurs peuvent être considérées comme constantes. Donc le mot continu est extrêmement désagréable, parce que pour vous, continu, ça ne veut pas dire ça veut dire la continuité d'une fonction. Mais en électricité, on parle de régime continu pour dire que l'intensité, attention, c'est des constantes. Oui. Constante, effectivement, dans le temps. C'est-à-dire qu'elle ne dépend plus du temps. D'accord? Encore une fois, on peut être uniforme et non constant. C'est ce qui va se passer pour l'intensité dans une branche, par exemple. D'accord? Mais là, c'est constant. Donc c'est vraiment machin. Alors, petit théorème trivial, oui. Tension équivalent à tension et intensité. Quand je dis toutes les grandeurs, c'est ça que ça veut dire. Petit théorème trivial dans ce truc-là, en régime continu. Si x est une grandeur, et bien dx sur dt est égal à quoi? 0. Donc les dérivées de l'intégralité des grandeurs sont nulles, ce qui est exactement un copier-coller de la définition, mais version dérivée. D'accord? Toutes les grandeurs sont des constantes, donc toutes les dérivées sont nulles. Voilà. Et ce petit théorème complètement trivial, par contre, va avoir des conséquences extrêmement importantes. C'est que si on est en régime continu, alors la tension aux bornes d'une bobine vaut UL, ça vaut quoi pour une bobine? LDI sur dt, donc ça vaut quoi? 0, puisque c'est la dérivée de quelque chose qui est une constante. D'accord? Et l'intensité qui traverse un condensateur vaut quoi? Parce que ça vaut CD de UC sur dt, et donc c'est égal à 0. Autrement dit, en régime continu, c'est quoi un dipôle où quelle que soit la tension, quelle que soit l'intensité, la tension est nulle? Un fil. Et c'est quoi un dipôle où quelle que soit la tension, l'intensité est nulle? Un interrupteur ouvert. Et donc ça c'est extrêmement important, en régime continu, une bobine se comporte comme un fil, et un condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Si vous voulez le retenir de façon beaucoup plus efficace, en régime continu, une bobine et un condensateur se comportent exactement comme ils sont construits. Une bobine, c'est un fil, et un condensateur, c'est un circuit ouvert.
On est d'accord? Donc ce théorème-là est extrêmement important parce que la raison de ce qui va se passer dans la suite. Donc en régime continu, deux points, une bobine se comporte comme un fil et un condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Petite remarque, ceci justifie, avec tous les guillemets qui s'imposent, le fait que dans le chapitre précédent, vous n'avez pas eu de condensateur ni de bobine, parce que ça sert à rien. D'accord? Oui. Si on est en régime... Oh, il manque un verbe. Si on est en régime continu, pardon. Excusez-moi. On est au clair sur cette histoire? Donc, une bobine et un condensateur en régime continu, ça sert à que dalle. D'accord? Enfin, en tout cas, ça sert à rien par rapport à un interrupteur. Oui. Du coup, physiquement, qu'est-ce qui fait en sorte que les composants d'un circuit sont en régime continu? Bah, c'est en fait, dès que tu as un régénérateur continu et que ça fait suffisamment longtemps que tu as fermé l'interrupteur. Donc, en gros, ici, ce qui va se passer, ce qui va nous intéresser dans tout ce chapitre, c'est qu'est-ce qui se passe entre un régime continu et un autre régime continu. Ce qu'on appelle le régime transitoire. D'accord? C'est ça l'idée. Mais de chaque côté, c'est que des circuits résistifs. D'accord? Et ce qui va imposer le caractère variable ou non du truc, c'est le générateur. Si c'est un générateur sinusoïdal, ce sera pas en continu. Ou ce qu'on a fait entre les deux. Superbe. Ok. Donc maintenant on est parti, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et je vais répondre à la question de Liam à la fin de ce paragraphe. Voilà, d'accord. Ça va venir. Enfin, à la remarque de Liam. C'est donc le petit 4 si je ne me trompe pas. Ouais. Petit 4. Circuit. Je sais que je répète ce que j'ai écrit. Linéaire en régime transitoire. Échelon de tension. Enfin, plutôt réponse à un échelon de tension. Quand même. Réponse à un échelon de tension. Alors, ce paragraphe est un paragraphe qui, d'un point de vue pratique, est assez peu important, mais d'un point de vue compréhension de fond, est probablement le paragraphe le plus important du chapitre ou sur l'équation différentielle. Ça, en fait, c'est le paragraphe qui va faire le lien entre le caractère très formel et très mathématique de ce qu'on a vu la semaine dernière et ce qu'on va faire en physique. D'accord ? Donc vraiment, c'est un paragraphe où il y a un certain nombre de théorèmes que je vais vous affirmer plus que je vais vous les démontrer, mais qu'il conviendra d'avoir dans vos têtes parce que c'est extrêmement important. Donc, premier théorème, alors ça, je vais essayer de vous le faire sentir. Imaginons que vous ayez un circuit, on a déjà travaillé un peu dans le TD d'avant, où vous avez une grandeur qui est régie par une équation différentielle, linéaire, coefficient constant, etc., etc. Si vous vous souvenez du caractère boîte à outils de ce que j'ai fait avant, vous voyez qu'en fait, n'importe quelle grandeur est reliée à une autre grandeur, soit par multiplication par un réel, soit par dérivation. En général, un peu les deux. C'est pas soit, c'est ou, d'accord. Par exemple, UL, c'est LDI sur DT. Et si vous prenez la partie de gauche de votre équation différentielle, d'accord, la partie qui n'est pas le second membre, vous voyez que celle-là, si vous la dérivez, elle va rester littéralement identique. D'accord? Autrement dit, si une fonction vérifie une équation différentielle, sa dérivée vérifie au second membre près la même. Pareil, si vous la multipliez par une constante, comme la dérivée d'une constante fois f, c'est la constante fois la dérivée de f, vous voyez, grosso modo, vous pouvez permuter les deux, et donc ça va donner exactement la même chose. Autrement dit, quand vous avez une équadif, si les seules opérations que vous faites sur les diverses grandeurs, c'est de la multiplication par un réel et ou de la dérivation, alors vous gardez votre équation différentielle au fur et à mesure de ces diverses manipulations. Le théorème final de ça, c'est que dans un circuit linéaire, donc
ça c'est-à-dire qu'il n'y a que des caractéristiques de ce type-là. Toutes les grandeurs, sans exception, ont la même équation différentielle au second membre près. Le second membre va s'adapter, il va être dérivé, il va être multiplié, il va y avoir plein de problèmes. Mais par contre, le E0, ce que j'ai appelé le E0 dans le cours, c'est-à-dire l'équation différentielle homogène associée, c'est la même pour tout le monde. Autrement dit, toutes les grandeurs ont le même taux, ont le même oméga 0, ont le même Q, d'accord? Et donc vont se comporter exactement pareil à la solution particulière près. Ça, c'est extrêmement brutal comme théorème, d'accord? Et ça provient du fait que votre circuit, il est linéaire. Alors, j'ai pas vous donner alors, un truc linéaire, c'est un truc que vous connaissez déjà. C'est un truc qui est... donc, je vous donne la définition mathématique, mais c'est pas celle qui m'intéresse. Vous allez voir avec M. Lévy un jour qu'une fonction est linéaire si et seulement si f de x plus y est égal à f de x plus f de y, et que f de lambda x est égal à lambda f de x. C'est ça qu'on appelle une fonction linéaire, d'accord? Donc ça correspond à la définition que vous avez, vous, des fonctions linéaires, qui sont les fonctions affines de coefficient d'ordre à l'origine nulle. Pour vous, c'est ça, une fonction linéaire, pour l'instant. C'est y égale à x, et vous voyez qu'effectivement, y égale à x, ça marche avec ce truc-là. Ok. Alors, des opérateurs linéaires, vous en connaissez d'autres que les fonctions linéaires. Il y a en particulier la dérivation. Parce que ça, si vous regardez ça droit dans les yeux, si f, ça représente la dérivation, en fait, vous voyez bien que la dérivée de la somme, c'est la somme de la dérivée, etc., etc. D'accord ? Et donc, en fait, les deux opérations linéaires usuelles, c'est la multiplication par une constante, c'est les fonctions affines dont on a parlé tout à l'heure, et la dérivation. Donc, en gros, si dans vos caractéristiques, vous n'avez que ces deux opérations-là, vos caractéristiques sont linéaires. Or, dans u égale ri, c'est une multiplication par une constante. Et dans u égale LDI sur dt, c'est multiplication par une constante et dérivation. Et pareil pour dans i égale CDU sur dt. Donc, dans ces trois relations-là, vous avez des opérateurs linéaires. Alors moi, je n'ai pas comme ça que je vais vous définir un circuit linéaire, mais c'est juste pour vous faire comprendre d'où ça vient mathématiquement. Un circuit linéaire, pour moi, d'un point de vue pratique, ça va être un circuit qui ne contient que des résistances, des condensateurs et des bobines en tant que dipôle passif. Après, vous avez des générateurs qui vont faire un peu leur boulot, mais en termes de dipôle passif, c'est résistance, bobine et condensateur. Si vous n'avez que ça, vous avez un circuit linéaire. Voilà, donc c'est ça ma définition d'un point de vue pratique. Ne vous inquiétez pas, tout le reste est en programme de toute façon. Ne croisez pas. Mais bien sûr, je peux avoir à un moment donné envie de mettre une petite diode qui se cache quelque part, juste histoire de vous faire chier. Voilà, mais ça sera important plus tard. Alors, un circuit est linéaire si et seulement si il ne contient comme dipôle passif donc dipôle passif, ça veut dire hors générateur. Que des résistances, bobines et condensateurs. Ou condensateurs. Donc vous regardez votre circuit. S'il n'y a que ça dedans, mis à part les générateurs, vous êtes bien. Oui. Un cauchemar. Ça porte un nom, ça s'appelle un cauchemar. Mais un vrai cauchemar, quoi. Tu sais, le cauchemar où tu te dis, il faut que je me réveille, tu n'y arrives pas, tu vois. Ou si tu te réveilles, mais en fait, tu travailles dans un autre cauchemar. Tu sais, c'est des trucs, voilà. Ah non. Ah non, non, alors, ça, je vais être extrêmement clair. Il y a le formalisme et les maths et les ensembles et le truc qui marche avec des trucs linéaires. Et ça, vous êtes heureux. Et le reste, quoi. Le 12e cercle de l'enfer, quoi. D'accord ? Vraiment, enfin, faut être clair. Hein. C'est... Ok, Camille ? C'est bon ? Donc, la non-linéarité, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar sans nom. D'accord ? Donc non, vous ne voulez pas savoir. Déjà, quand on parle d'algèbre linéaire, vous n'y arrivez pas. Alors, pas faire des trucs pas linéaires. Hein. Okay. Oui ? Si le contient comme dipôle, passif. Passif, oui. Ça veut dire égal hors générateur. Dipôle actif, c'est le générateur, c'est ce qui crache de l'énergie. On est parti. Et donc, vous avez un théorème qui est extrêmement important que je vous ai donné tout à l'heure. Dans un circuit linéaire, on a deux théorèmes extrêmement importants. Premier théorème, toutes les grandeurs sont régies par la même équation différentielle linéaire au second membre près. D'accord ? Donc le second membre peut changer, c'est ça que ça veut dire, mais sinon la partie, encore une fois, de gauche de votre histoire, c'est la même.
les grandeurs sont régies par la même équation différentielle. Cette équation différentielle, elle est linéaire au second membre près. D'accord? Ça, c'est le premier théorème. J'ai un deuxième point, j'ai oublié. Ah oui, c'est ça, j'y arrivé. L'ordre de cette équation différentielle correspond au nombre de dipôles de type bobine ou condensateur que vous avez dans votre circuit. Voilà. Correspond au nombre de dipôles de type L ou C, enfin de type, moi je les prends toutes les lettres, bobine ou condensateur, présent dans le circuit. Alors si un jour vous faites de l'électricité avancée, je vous mens un peu là, d'accord? En particulier si vous avez deux bobines en série, en fait ça fait qu'une seule bobine, donc en fait c'est pas deux mais c'est un. Si vous avez des circuits découplés, en fait ça fera deux équations différentielles d'ordre N1 et N2 et pas une de N1 plus N2, mais bon, c'est des cas marginaux, mais sinon c'est ça. Pour des cas non marginaux, c'est toujours ça qui se passe. D'accord? Et donc à partir de ce moment-là, cet ordre-là, ça s'appelle ordre du circuit. Donc l'ordre d'un circuit, c'est tout simplement l'ordre de cette équation différentielle, qui est la même pour tout le monde, d'accord? Voilà. Ceci définit également l'ordre d'un circuit. L'ordre du circuit. Donc par exemple, dans les deux exercices de ce matin, on a traité deux circuits. De quel ordre? D'ordre 1, puisqu'il y avait soit un condensateur, soit une bobine, ça faisait un ordre 1. Et on a bien vérifié par ailleurs que l'équation différentielle était elle-même d'ordre 1, que quand on a cherché les équations différentielles dans l'exo 2 sur les diverses grandeurs, c'était les mêmes, sauf que ce n'était pas le même second membre. Enfin, grosso modo, ce qu'on a fait ce matin en télé, c'est exactement ce que je suis en train de vous raconter ici de façon très très générale. D'accord, voilà. Ok. Alors, pour répondre, vous reprendre plus exactement la conversation que j'ai eue avec Camille tout à l'heure, que je remercie pour ça. Quand vous avez des générateurs continus, bien entendu, vous allez finir par avoir un régime continu. D'accord? La seule façon que ceci n'arrive pas, c'est qu'à un moment donné, vous avez un générateur continu et vous le remplacez par quelque chose, ou que vous mettez un interrupteur, où le générateur ne parle pas au circuit, puis d'un coup vous fermez l'interrupteur et le générateur se met à parler au circuit. D'accord? Et donc, entre les deux régimes continus, il va se passer un truc, et ce truc-là s'appelle un régime transitoire. Il y a plein de façons de faire des régimes transitoires. De toute façon, un régime transitoire, de manière extrêmement générale, c'est vous avez un truc qui est tranquille, peinard, il ne bouge pas, il est content, vous lui mettez une claque, d'accord? Et puis, vous attendez qu'il revienne à son état initial. Le régime transitoire, c'est ce qui se passe entre les deux. D'accord, voilà. Là, vous avez une balançoire, qui a demandé à personne, vous passez, vous lui foutez une tarte, vous partez. Et le régime transitoire, c'est ce qui se passe entre le moment où la balançoire est immobile et le moment où la balançoire retrouve son immobilité. D'accord? Donc en gros, un régime transitoire, c'est ça. C'est la transition qu'il y a entre un état, ce qu'on appelle stationnaire, et un autre état stationnaire. En mécanique, c'est entre un état d'équilibre et un autre état d'équilibre. Là, ici, ce sera entre un régime continu et un autre régime continu. Mais de manière générale, c'est la transition qu'il y a entre un état qui, grosso modo, a un comportement bien caractérisé, un autre état qui a un comportement bien caractérisé, et le merdier entre les deux s'appelle un régime transitoire. D'accord? Ça peut vraiment être quelque chose d'horriblement compliqué, un régime transitoire. D'accord? Voilà. Vous avez déjà vu les doubles pendules? Vous avez déjà croisé ça? Vous prenez une tige, accrochez une autre tige, puis vous faites ça. Vous êtes d'accord, vous partez d'un truc où le pendule, vous l'avez rien fait, il est content et il ne bouge pas. Vous arrivez à un truc où il ne bouge pas. Entre eux, vous faites ch'tung, et vous avez un truc complètement épouvantable entre les deux. Voilà, qui est horrible, d'accord? Et bon, c'est un régime transitoire. On est d'accord là-dessus sur la physique du problème, je vais le définir de façon un peu plus propre, mais c'est ça l'idée, et nous on va s'intéresser à un cas extrêmement particulier de régime transitoire, qui est la réponse à un échelon de tension.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle un échelon de tension? Un échelon de tension, c'est à un moment donné où la tension que vous imposez à votre circuit, par un biais ou par un autre, d'accord, soit parce que vous changez le générateur, soit parce que vous prenez le générateur et vous fermez l'interrupteur, d'accord, dans une situation où le générateur n'était pas branché avant, ou à l'inverse, votre générateur est branché et vous ouvrez l'interrupteur, d'accord. En fait, ce qu'on appelle un échelon de tension, c'est à un moment donné où une tension subit une discontinuité entre une valeur et une autre valeur. C'est ça qu'on appelle un échelon de tension. Donc on est parti. On appelle échelon de tension un comportement où une tension passe brutalement d'une valeur constante à une autre valeur constante. Enfin, plutôt d'un comportement constant à un autre comportement constant. Constant à un autre comportement constant. Alors ça, c'est la version littéraire du problème. C'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais par contre, si on fait un graphique, vous allez voir que ça va se passer beaucoup mieux. Autrement dit, vous tracez votre tension U en fonction du temps. Un échelon de tension, ça va tout simplement être un truc comme ça. Voilà un échelon de tension. Vous passez d'un comportement constant à un autre comportement constant. Petite remarque pour les plus matheux et matheuses d'entre vous, ce trait-là n'existe pas, d'accord? Okay, si je le fais vraiment mathématiquement, en général, vous avez tendance à noter un truc comme ça. C'est ça la notation que vous utilisez toujours? Ça n'a pas changé? Non, il n'y a pas de point, justement. Il n'y a pas de définition entre les deux. D'accord? Tu ne connais pas la valeur qui se passe entre les deux, donc a priori, on ne connaît pas. D'accord? Pour l'instant, on n'a pas ce qu'on appelle prolongé par continuité des choses. T'inquiète pas, ça va venir, il y a un point ici, effectivement. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. D'accord? Ça veut dire que dans l'échelon de tension, ta grandeur n'est pas définie. D'un point de vue mathématique, un échelon de tension est donc une discontinuité. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors, on note en général t égale 0 le moment de la discontinuité. Donc ça signifie en fait que mon graphique, il devrait être tracé comment si j'utilise cette convention-là? Le saut, voilà. Il serait effectivement sur l'axe des ordonnées. Voilà. Donc en général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc ça, vous choisissez une origine des temps en disant t égale 0, c'est ça, c'est ce que vous allez faire quasiment dans tous les exercices. Sauf si vous n'avez pas le choix. Autrement dit, quand on n'a pas le choix, c'est simplement qu'on en a fait deux et on ne peut pas définir t égale 0 à chaque coup. D'accord. Alors, d'un point de vue strictement définition, c'est des notations que j'utiliserai souvent. On note U de 0-, la limite quand t tend vers 0 par valeur inférieure de U de t. D'accord? Donc ça, en fait, c'est cette valeur-là. On note pour toute grandeur. Parce que c'est pas forcément pour un échelon de tension par ailleurs. Et U de 0+, c'est la limite de U de t quand t tend vers 0 par valeur strictement positive. Pour des questions physiques, ces deux grandeurs existent parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une discontinuité en dehors de 0. Par contre, en 0, vous ne savez pas. Je vous rappelle, vous avez fait la continuité avec M. Lévy? Pas encore? Bon, quand vous allez la voir avec M. Lévy, la continuité, c'est quand ça, c'est égal à ça. D'accord? Une fonction est continue si et seulement si sa limite à gauche et sa limite à droite sont les mêmes. Donc, ça veut dire que la fonction se fait bisous. Et puis, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est assez, physiquement, c'est assez simple à comprendre. Vous voyez que ici, ce n'est pas les mêmes valeurs. Encore, U de 0+, c'est ce truc-là. U de 0-, c'est ce truc-là. On est au clair? Grosso modo, c'est la limite quand vous vous approchez de la discontinuité. Et donc,
pour reprendre la remarque de Sullivan tout à l'heure, en général, on prolonge la fonction par continuité par valeur supérieure. Autrement dit, on pose u de 0 égale u de 0 plus. Oui. C'est un t, pardon, n'importe quoi. Sinon, ça veut strictement rien dire. Et donc, ça c'est important d'un point de vue convention. On pose en général u de 0 égale u de 0 plus. Autrement dit, alors ça pour les plus matheux et matheuses d'entre vous, ça s'appelle un prolongement par continuité par valeur supérieure. D'accord? Voilà. Donc c'est le point que vous mettez. Mais en toute rigueur, c'est juste qu'on le pose pour ne pas se trimballer un plus. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prolonger la fonction parce qu'en fait, ce qui se passe à 0, vous en foutez complètement. C'est bon sur ces notations-là? Donc quand je parlerai dans les exercices de u de 0, en fait, c'est le comportement en 0 plus, proche de 0. Voilà. Alors, le truc qui est hyper important comme théorème, il y en a plusieurs. Lors d'un échelon de tension, a priori, toutes les grandeurs vont subir une discontinuité. Ça, c'est le a priori, ou en tout cas sont susceptibles de subir une discontinuité. Ouais. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que ce qui m'intéresse, c'est pas de définir ma fonction en 0. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement pour t strictement positif. Après, si j'ai envie de dire pour t positif ou nul, je vais prolonger par continuité mon histoire. D'accord? Mais c'est voilà, c'est pas une obligation. Donc ça, c'est les pas mal de trucs importants. Donc, quand un circuit subit un échelon de tension. Alors, petite remarque, là, je parle que d'électricité, mais en fait, en vrai, tout ce que je raconte est vrai en mécanique. C'est-à-dire, quand vous mettez une claque à un truc mécanique, c'est exactement ça qui se passe. Oui. On pose en général. Ça, c'est un fantôme. Alors, toutes les grandeurs peuvent subir une discontinuité. Donc, a priori, dans votre circuit, toutes les grandeurs peuvent sauter. D'accord? Il y a des grandeurs qui ne peuvent pas sauter, c'est celles qu'on va voir tout à la fin. Mais sinon, en général, toutes les grandeurs vont sauter, a priori, dans cette histoire. Deuxième truc qui est extrêmement important, et ça, je vous en ai déjà parlé, quand vous avez un échelon de tension, d'un point de vue alimentation de votre circuit, vous passez d'un circuit, d'un truc constant à un autre truc constant. C'est comme si vous aviez changé de générateur. Vous allez donc avoir un régime transitoire, c'est-à-dire votre circuit va réagir à ça. Mais un truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au bout d'un certain temps, votre circuit va se comporter comme si, en fait, c'est un truc physique relativement simple. Si vous faites tendre le temps vers l'infini, il y a un moment donné, votre circuit va oublier d'où il vient. D'accord? Autrement dit, il n'existe aucune modification dont l'impact perdure en tant que modification. La seule chose qui va perdurer, c'est le résultat final de la modification. Autrement dit, si un circuit subit un échelon de tension, au bout d'un certain temps, il se comportera comme un circuit en régime continu, qui va être imposé par la nouvelle valeur de votre tension. Au bout d'un certain temps, le circuit va se comporter comme un circuit en régime continu. Et le temps qui s'écoule entre l'échelon de tension
Et le moment où on peut considérer qu'on est en régime continu, ça s'appelle le régime transitoire. C'est ça la définition de régime transitoire. Donc, on appelle alors régime transitoire le régime entre l'échelon de tension et le nouveau régime continu. Ou plus exactement, le nouveau régime stationnaire, si jamais ce n'est pas un régime continu, votre régime stationnaire. D'accord? Et si on appelle taux le temps caractéristique du circuit, et là vous voyez qu'il faut dérouler tous les théorèmes qu'on a vus avant, si le circuit n'a qu'une seule équation différentielle, ça veut dire que d'ordre 1, d'ordre 2, comme vous voulez, ça veut dire que vous pouvez toujours définir un temps caractéristique de cette équation différentielle, donc vous pouvez définir un temps caractéristique du circuit. Il n'y a aucun problème dans cette histoire. Et en général, la durée du temps la durée du régime transitoire vaut à peu près 5 fois le temps caractéristique du circuit. Si vous voulez être à 1% de votre asymptote. Si vous voulez être à 5%, c'est 3 fois. À 1%, c'est 5 fois, etc. etc. D'accord ? Donc ça, c'est une espèce de règle. En général, si taux est le temps caractéristique du circuit, on considère que la durée du régime transitoire vaut 5 taux. C'est la même règle qu'en SI. En physique, parfois, on fait 3 taux parce qu'on n'est pas à ça près. Voilà. Ouais. Du coup, si on reprend la courbe, ça La courbe exponentielle, ouais. Ah non, juste ça. Oui, ça, ouais. Du coup, alors là, il vaut 0 pour les grandeurs qui ont subi une discontinuité. Mais les autres, on va voir, d'accord? Tu sais pas ce qui se passe. Je comprends l'exemple de la balançoire. Quand tu tapes sur une balançoire, elle va faire plein de trucs avant de se stabiliser, d'accord? Le temps régime transitoire, c'est ce qui se passe entre les deux. C'est le temps qu'elle se stabilise, tout à fait, exactement. Le truc qui est très important à comprendre, c'est que moins vous avez de frottement, plus le régime transitoire va durer longtemps. Donc après, si vous n'avez pas du tout, bah, vous n'aurez pas de régime transitoire, enfin, vous n'aurez qu'un régime transitoire, puisque vous n'allez jamais réussir à atteindre finalement la fin. Ça, c'est vraiment un truc important. Et là, je vais arriver sur un théorème. Alors, je vais le faire comme ça, tiens, cette année, ça dépend des fois. Là, non, mais c'est juste comment je vous amène les trucs après. Voilà, temps caractéristique, c'est parti. Voilà, c'est super. Et le premier point de cette liste, je vous ai dit, toutes les grandeurs sont susceptibles de subir une discontinuité, mais en fait, il y en a certaines qui n'ont pas le droit d'être discontinues, et on va regarder lesquelles. Oui, je t'écoute. Sur les quoi? J'ai parlé de quoi? S'il n'y a pas de frottement, le régime transitoire dure un temps infini. Imagine une balançoire, tu lui tapes dessus, il n'y a pas de frottement, bah ça n'arrête jamais. D'accord? Et donc dans un circuit, s'il n'y a pas de résistance, c'est la même chose. D'accord? Vous avez un circuit qui va boucler infiniment sur le sujet. On est au clair là-dessus? Voilà. Alors, ça c'est une transition plus ou moins habile. Je vais... Ça c'est important. Ok. Petit 6, c'est ça? Ou 5? 5, ouais, 5. Grandeur continue. Faites gaffe dans ce cours, le mot continu a deux sens en permanence, d'accord? Celle-là, c'est continu au sens mathématique du terme, c'est-à-dire qu'ils ne subissent pas de discontinuité. Pas constante. Je sais, c'est ultra chiant, ça, je suis vraiment navré, mais le continu des mathématiciens et le continu des électriciens, parce qu'il y a quand en électricité qu'on parle de régime continu, n'est pas le même, j'y peux rien, donc faites attention au contexte. Là, on parle de grandeurs qui subissent une discontinuité, pas des grandeurs qui sont en régime continu à l'arrivée. D'accord? Sinon, on appelle ça des grandeurs constantes. On est parti. Alors, il y a un truc qui est extrêmement simple. Donc, il y a plein de façons d'aborder ce problème-là. Celle que je vais prendre cette année, c'est la chose suivante. Toute grandeur, enfin, pardon,
les énergies, une énergie ne peut pas subir de discontinuité temporelle. Si vous voulez que votre énergie subisse une discontinuité, ça signifie que vous allez devoir injecter une puissance infinie dedans à un instant T. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Je vous rappelle qu'une discontinuité, ça n'existe pas une discontinuité en physique, hein, d'accord? Une discontinuité, c'est que vous avez une courbe comme ça, et puis en fait, ce que vous faites, c'est que la dérivée de ce truc-là, vous la faites tendre doucement vers plus l'infini, jusqu'à ce que, grosso modo, votre échelon, d'accord, que ce truc, il y a une transition, en fait, devienne un truc tout droit. Donc en fait, ça signifie que si une grandeur subit une discontinuité, ça signifie que sa dérivée tend vers plus l'infini au moment de cette discontinuité. D'accord? Or, il s'avère que la puissance, pour des raisons physiques, ne peut pas être infinie. Vous ne pouvez pas produire une quantité infinie d'énergie dans un temps infiniment court. D'accord? Ça, c'est l'histoire. Donc en gros, les grandeurs énergétiques n'ont pas le droit d'être discontinues. Ça, c'est vrai tout le temps. L'énergie cinétique ne peut pas être discontinue. D'accord? Vous savez très bien que vous pouvez inventer le système que vous voulez. Il est impossible qu'un truc passe d'une vitesse nulle à une vitesse non nulle instantanément. D'accord? En général, on appelle ça l'inertie, mais c'est plus fort que ça, c'est plus profond que ça. C'est juste que si vous voulez faire ça, il faut injecter une quantité d'énergie, une puissance infinie dans votre système pour que l'énergie cinétique fasse un saut. D'accord? La vitesse peut être discontinuée, vous pouvez faire un demi-tour, par exemple, poum poum, voilà. Mais la norme, elle, apparaît de subir une discontinuité. Okay. Donc ça, c'est vraiment des trucs importants. Donc le théorème de base en physique, l'énergie ne peut pas être discontinue. Or, si vous vous souvenez de votre cours de mardi, des 15 dernières minutes de votre cours de mardi, on a deux grandeurs dans un circuit qui sont reliées directement à l'énergie. L'intensité qui traverse une bobine, puisque E égale LI carré, et la tension au bord du condensateur. Et vous voyez que si l'intensité qui traverse une bobine subit une discontinuité, alors l'énergie également va subir une discontinuité. C'est pareil pour la tension au bord du condensateur. Alors pour la tension au bord du condensateur, c'est encore plus brutal. Si la tension subit une discontinuité, ça veut dire que vous avez créé des charges instantanément. Je rappelle que c'est U c'est égal à Q sur C. Donc si vous faites sauter U, ça veut dire que tout d'un coup, pouf, il y a des électrons qui ont popé sur l'armature comme ça, qui viennent de nulle part. Et ça, c'est physiquement impossible. C'est plus compliqué à comprendre pour la bobine, mais pour le condensateur, il y a vraiment un problème de matérialisation de particules. D'accord? Alors que ça devrait être un phénomène progressif. Donc ça, c'est un truc extrêmement important. La conséquence de ça, et c'est le théorème qui vous manque pour faire l'intégralité de la planche. Conséquence, dans un circuit, les intensités traversant les bobines et les tensions aux bornes des condensateurs ne peuvent pas être discontinues. Ne peuvent pas subir de discontinuité. Autrement dit, si vous voulez l'écrire de façon formelle, IL de 0 est égal à IL de 0 moins, et UC de 0 est égal à UC de 0 moins. Pour toute bobine et pour tout condensateur. Oui. Tu ne veux pas faire un échelon de tension sur un condensateur, c'est impossible. Et tu ne peux pas faire un échelon d'intensité à travers une bobine, c'est impossible. En gros, ce que ça signifie, c'est quand tu vas imposer un échelon de tension à un circuit, et qu'il y a un condensateur dedans, lui ne va pas bouger pendant l'échelon de tension, et donc les autres tensions vont bouffer la discontinuité. Du coup, il va monter. Et lui, il va monter doucement. Mais c'est pas lui qui subira la discontinuité. D'accord? Ce qui va subir la discontinuité, c'est la tension. Bon, la bobine, par exemple. La bobine a le droit de subir un échelon de tension. Les résistances en prennent plein la gueule à chaque fois, ça c'est normal. D'accord? Et voilà. Donc la bobine impose le fait que le courant va varier lentement quand elle le traverse, et le condensateur va imposer que la tension va varier lentement à ses bornes. C'est obligatoire.
Petite remarque, comme j'en ai marre au bout de 20 ans d'enseignement, d'accord, vous apprenez ce théorème en entier. Je ne veux pas avoir des gens à la semaine qui me disent, dans un circuit, les tensions et les intensités sont continues. Il manque des bouts, d'accord? Sinon, je me fais pas chier à vous faire un truc complet, hein. Pas de problème, il n'y a pas d'échelon de tension de toute façon, si tout est continu dans cette histoire. Donc, c'est les intensités qui traversent les bobines et les tensions aux bornes des condensateurs, pas les autres. Donc ça, c'est important aussi. A priori, toutes les autres grandeurs peuvent subir une discontinuité. Non, c'est possible. C'est pas sûr, mais c'est possible. Quelle heure? Super. Je vais vous donner un exemple. On va voir tout de suite comment ça se passe. Prenons un exemple. On va prendre un exemple difficile. Enfin, difficile, non. Voilà. Prenons un exemple ultra classique. Comme ça. Qu'on va, mais littéralement, poncer en cours. Celui-là. Le circuit RLC série. Et sinon, on va se le bouffer dans tous les sens. D'accord? En régime transitoire, en régime forcé dans un sens, dans l'autre, en tant que filtre, en tant que passe-bas, passe-haut, passe-bande. Alors celui-là, vous allez l'adorer. Hein. D'accord? Vous allez le voir plus souvent, quoi. C'est beau. On est d'accord là-dessus? Et donc l'idée est la chose suivante, c'est que vous fermez votre interrupteur à t égale 0. Donc vous êtes d'accord que votre circuit va subir a priori un échelon de tension. Avant, tout est nul, votre circuit il est ouvert, il ne se passe rien, et tout d'un coup, la tension ici, cette tension-là, ça va subir un échelon. Tout d'un coup, votre circuit qui était tranquille, qui était alimenté par rien, où tout est nul, l'intensité est nulle, toutes les tensions sont nulles, pas de problème, tout d'un coup, bam, vous fermez l'interrupteur. Petite remarque, vous faites ça tous les jours quand vous rentrez dans une pièce pour allumer la lumière. C'est ce que vous faites, hein, clac. D'un coup, très brutalement, votre circuit fait « Wow, que se passe-t-il dans cette histoire ?» D'accord? Petite remarque, si vous avez déjà vu les vidéos qui sont pas fake, mais qui racontent n'importe quoi, sur le fait que quand vous débranchez une prise multiple et que vous la rebranchez sur elle-même, le truc reste allumé, c'est parce que le condensateur s'oppose à la variation brutale de la tension et que donc il va se décharger doucement dans le truc, d'accord? C'est ça dont on parle, le régime transitoire. Non, vous n'avez pas trouvé une source infinie d'énergie. D'accord? Voilà. Vous avez juste chargé un condensateur qui est simplement en général dans l'interrupteur et vous le déchargez, quoi. Voilà, super. Alors, je vais paramétrer mon circuit avec toutes les grandeurs qu'il faut. J'ai besoin de combien d'intensité? Une seule, hein, j'ai qu'une seule maille. Et puis ensuite, je vais avoir un certain nombre de tensions. Je vais avoir UR ici, je vais avoir UL ici, et je vais avoir UC ici. D'accord? Parmi ces grandeurs-là, quelles sont les grandeurs qui vont être continues lors de l'échelon de tension et quelles sont les grandeurs qui ne vont pas forcément être continues? Ça ne veut pas dire qu'elles subissent une discontinuité, ça veut dire qu'il n'y a juste aucune raison majeure qu'elles n'en subissent pas. Ouais, Camille? Alors le générateur, lui, il est en E, on va dire qu'il est en dehors du problème. En fait, d'une certaine façon, le générateur est machin. Alors, qu'est-ce qui va être continu? Pourquoi? C'est exactement le contraire de ce qu'on a raconté. La résistance, déjà, c'est pas une grandeur. Ok, vous n'avez pas compris. Grandeur, c'est tension ou intensité, déjà. Donc, je veux des tensions et des intensités. Il suffit de lire ce que j'ai écrit derrière moi, quand même. Hein. Enfin, là, d'accord? Donc, on est reparti, on va le faire autrement. Je sais pas, Adam? UC est forcément continu, parce que c'est la tension bord d'un condensateur, d'accord? Et qu'est-ce qui va être donc continu obligatoirement et il n'y a pas de IL. Juste I parce que l'intensité traverse tout, donc en particulier la bobine, d'accord? Oui. Alors, je vais le faire après. Là, je fais juste le truc no-brain. J'applique mon théorème. Celles-là sont forcément continues. Et quelles sont les grandeurs qui ne sont... J'ai pas écrit discontinu, j'ai dit pas forcément continu, d'accord? Ouais. UR, effectivement, n'est pas forcément continu. Et UL, qui n'est pas forcément continu. Maintenant, c'est bon, Mohamed, c'est ton tour. Mais pourquoi UR est continu? Ah, c'est pas ça que t'as dit?
Ah bon, tant pis alors. Voilà. Pourquoi UR en fait va être continu? Ouais. Parce qu'on a dosé continu et que UR ça vaut RI, d'accord? Donc ouais, vous voyez que UR structurellement n'avait pas de raison particulière d'être continu. Mais en fait, comme UR vaut RI et que I est continu, bah UR va là aussi être continu. Donc qui va bouffer la discontinuité dans cette histoire? Effectivement, c'est la bobine. Donc en gros, quand vous allez fermer votre interrupteur, cette tension-là va rester nulle, cette tension-là va rester nulle, et forcément, comme la somme des trois doit valoir E quand même, il y a un moment donné, il faut bien qu'il y en ait une qui se la bouffe, UL va subir la discontinuité. Ouais. Du coup, si on parle de l'intensité dans la bobine, elle est forcément continue. C'est le théorème. Ouais. Du coup, on ne peut pas mettre le théorème que UR c'est aussi continu. Pas forcément, parce que ça se trouve, ton UR n'est pas dans une branche où il y a une bobine. Donc ça se trouve, l'intensité, elle, subit une discontinuité. D'accord? Si par exemple, au contraire, je sais pas, R avait été là, par exemple, tu vois. Bon, là, UR sera continu, parce que UC est continu, donc il y a d'autres raisons, mais tu peux imaginer les circuits où UR ne sera pas continu. D'accord? Ouais. J'ai pas dit que UR était nul, j'ai dit que UR était... Ah, parce que avant, c'est... Alors, ça c'est l'autre truc, c'est que avant toutes les grandeurs sont nulles. Donc si elles sont continues et qu'elles sont nulles avant, ça signifie qu'elles restent nulles, celles qui sont continues. Juste à t égale 0, hein, ça veut pas dire qu'après ça va pas changer. Mais juste à t égale 0, celle-là reste nulle, celle-là reste nulle. On est d'accord? Voilà l'idée. C'est bon? Tougoudou. Voilà. Super. Oui. C'est comme ça qu'on sait les conditions initiales. Exactement. Vous connaissez votre circuit avant la fermeture de l'interrupteur, vous savez tout. Et là, vous allez voir à quel point c'est génial. Je t'écoute en même temps. Dans ce cas-là, il sera continu. Voilà. Vous allez voir, c'est un truc absolument génial. Il faut dézoomer un peu. Là, c'est peut-être un peu jeune, mais ça vaut le coup quand même. Vous avez un circuit, on va supposer que tout est nul avant. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, on va supposer que tout est nul avant. Vous fermez votre interrupteur, d'accord? Et a priori, sur toutes les grandeurs, vous avez deux dipôles. Vous avez des dipôles qui vous imposent des continuités. Vous avez une condition de continuité par bobine, et vous avez une condition de continuité par condensateur. Ça tombe vachement bien parce que ce nombre-là, la somme des deux, c'est l'ordre de votre circuit. Donc, dans ce cas-là, vous savez que c'est un circuit d'ordre 2 parce qu'il y a une bobine et un condensateur. La bobine vous impose une condition de continuité. Le condensateur vous impose une deuxième condition de continuité. Et quand vous allez les écrire, un peu de loi d'émail derrière va vous donner en fait la valeur, par exemple ici, de U de 0. Si vous cherchez par exemple une équation différentielle en UC, vous savez que UC de 0, ça vaut 0. Et que D de UC sur dt en 0, qui vaut l'intensité, ça vaudra 0 aussi. Et ça vous permet de trouver vos conditions initiales, et donc de trouver vos constantes. Et là où c'est magique, c'est que vous avez exactement autant de contraintes de continuité que de conditions initiales dont vous avez besoin. Pile poil. C'est l'ordre de l'équation différentielle. Ni plus ni moins. Vous n'en avez jamais en trop, vous n'en avez jamais pas assez. Ouais. Du coup, dès qu'on ferme le circuit, à t égale 0. Enfin, t égale 0 moins, du coup, L c'est égal à 0. L non. Enfin, UL est égal à 0. Et après, dès qu'on ferme, du coup, à t égale à 0. Elle prend E. L est égal à E direct. Ouais, c'est ça. Ok. On est d'accord? Alors, on peut tourner un peu autour du pot. Hein. Vous voyez que si on essaie de trouver les comportements du circuit tout au début, c'est-à-dire à l'échelon de tension et tout à la fin, on va regarder là, on peut faire une liste pour que vous compreniez. Avant, tout est nul, d'accord? Quand on ferme l'interrupteur, I va forcément être nul par continuité, bobine, UC va forcément être nul par continuité, UR va être nul par loi d'Ohm, et donc UL va partir de E. Donc grosso modo, UL va monter, va se prendre une claque, et toutes les autres, au contraire, vont rester à 0. Qu'est-ce qui se passe quand t tend vers plus l'infini? Théorème qu'on a vu tout à l'heure. Ils vont se comporter dans quel régime, surtout? Dans un régime continu. Donc mon circuit en infini, il a quelle gueule? Ma bobine se comporte comme un fil. Et mon condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Voilà mon circuit en infini, qui est un circuit purement résistif. D'accord? Donc, en l'infini, que vaut UL? 0. Que vaut UR? 0, puisque... Donc, vous voyez que UR va faire ça. Et à partir de 0, il arrive à 0. UL va faire ça. À partir de E, il va descendre à 0.
UC vaut quoi à la fin? E, le condensateur est chargé, donc UC va faire ça. Ce qui se passe entre les deux dépend de la forme de votre équation différentielle. Vous pouvez avoir des oscillations, vous pouvez avoir des trucs, mais vous connaissez les deux extrêmes. Ce qui se passe pile poil en zéro et ce qui va se passer quand t tend vers plus l'infini. Ouais. Pourquoi un circuit thermo résistif? Bah, c'est un circuit où il n'y a plus que des résistances et des générateurs. Il n'y a plus de bobines et de condensateurs. Enfin, bien sûr, elles y sont encore, mais elles ne se comportent pas du tout, elles sont vendues comme des composants de base. Il me reste 3 minutes pour faire un truc important avant de partir, d'accord? Qui est la toute dernière question. Je ne sais pas où j'en suis là. Petit complément à démontrer. Donc c'est un travail d'homogénéité à faire ce week-end. Vous utilisez les trois donc ça se démontre à partir des trois caractéristiques des trois dipôles. La loi d'Ohm, U égale LDI sur dt et I égale CDU sur dt. D'accord? La dimension de R... je ne sais pas pourquoi je mets ça en bleu. C'est tellement important. Ça c'est tellement important. La dimension de RC, c'est un temps. La dimension de L sur R, c'est un temps. Et la dimension de LC, bon là c'est pas dur. Ah LC, oui, c'est ça, on est d'accord. Voilà. Donc ça va être quoi? Un temps au carré. Voilà. Vous devez faire, alors vous n'avez pas à me le rendre, hein, mais juste quand vous faites ce cours, vous grattez, hein, d'accord? C'est-à-dire vous faites U égale RI, vous faites U égale machin, vous passez tout en dimension et vous allez avoir, faites le rapport sur R. Il y a un T qui se balade à chaque fois, qui orbite dans cette histoire-là. D'accord? Ça vous fera réviser l'homogénéité des dérivations aussi au passage. Très discrètement. D'accord. Ceci termine d'un point de vue physique le cours sur le régime transitoire. Vous pouvez faire l'intégralité de l'exercice de la planche, que je vous recommande fortement comme d'habitude de faire, avant de vous coltiner votre DM pour la semaine prochaine. Je t'écoute, Gabriel.